Je m'arrête au 17 plus 700 sur BU. J'ai des morceaux de pneus là sur une centaine de mètres sur V1 V2. J'allais t'appeler, je viens d'avoir un comme bon. En pleine patrouille, Brian vient de tomber sur des débris dispersés sur l'autoroute A10. Un danger pour les nombreux automobilistes lancés à pleine vitesse. Et pour Brian, qui risque sa vie. Ouais, là on a eu un éclatement, il y en a un peu partout. On va essayer de ramasser le plus gros. C'est que du pneu. Et dans le pneu, il y a de la ferraille, donc c'est pour éviter les crevaisons sur les autres véhicules. Objet dangereux, panne, accident, Brian ne doit rien rater. J'ai quitté les lieux, il reste quelques morceaux sur bande d'arrêt d'urgence. Il exerce le métier le plus périlleux de l'A10. Et ses patrouilles vont lui réserver bien des surprises. C'est la plus longue autoroute de France et l'une des plus fréquentées. 557 km entre Paris et le sud-ouest. Orléans, Blois, Tours, Poitiers, Niort et enfin Bordeaux. Un axe essentiel pour la route des vacances et pour le fret. Des centaines de milliers de camions et leurs tonnes de marchandises. Des véhicules en tout genre. Des voitures par millions. Des engins de chantier et même des éoliennes. Pendant près d'un an, nous avons découvert les coulisses de cette autoroute avec ceux qui la font vivre. Allez, on y croit. C'est parti. Chris est à la tête d'un impressionnant convoi. Avec ses chauffeurs, ils vont tenter de mener à destination 3 gigantesques pales et emprunter 70 km d'autoroute. Un parcours qui s'annonce semé d'embûches. Ça vient pas de là parce que j'entends le relais à chaque fois que t'appuies dessus. T'as pas un autre câble de rechange? Sur son aire de service, près de Bordeaux, Hayat doit sauver sa vieille cafétéria qui ne fait plus recette. Ça sera tout pour vous? Elle va tout changer. Le buffet, ça va être là? La décoration, le contenu des assiettes. Attention, c'est très chaud. Mais cette nouvelle formule un peu plus chère séduira-t-elle les clients? Près de Tours, Christine construit un curieux pont. J'ai l'impression qu'il est comme ça. Il ne sera pas emprunté par des voitures, mais par des animaux. Ah ouais. Donc on a bien le cerf qui est passé ici. Avec cet éco-pont, Christine espère éviter des collisions sur les chaussées et protéger la biodiversité. Avec ses équipes de douaniers, Sébastien traque les trafiquants, notamment de stupéfiants. Vous arrivez de quel endroit? Vous allez à quel endroit, s'il vous plaît? Avec parfois de belles prises. C'est ça qui est bon, ça. De nuit comme de jour, Sébastien et ses douaniers déploient toutes sortes de moyens, parfois insoupçonnés. Parcours au fil du bitume sur une autoroute qui ne connaît aucun répit. À La Rochelle, le début d'un long périple pour Chris et ses 3 pales d'éoliennes. Continue un peu si tu veux, t'as encore 2 mètres. C'est l'air d'être bon, non, c'est parallèle aux autres. Allez, bien, toujours comme ça, on est bien. Des monstres de résine et d'acier, 17 tonnes, 70 mètres de long, qui permettent à ces pales de tourner jusqu'à 250 km/h. C'est toujours impressionnant, même si on en fait régulièrement, ça reste des gros bébés et faut être vigilant tout le temps. Et ça, la première fois que vous l'avez fait Ça fait peur. Ça fait peur. On n'a pas le droit à l'erreur avec ça. Arrivés d'Allemagne en bateau, les pales doivent rejoindre leur site d'installation à 200 km de là. En tout, Chris doit en convoyer 24 pour la commune qui les a acquises. Une opération toujours délicate. Il a sélectionné ses chauffeurs les plus aguerris comme Michel, qui n'en est pas à son coup d'essai. Ok, c'est reparti, mon lapin. Tu peux y aller, c'est tout bon pour moi. Gauche la cabine, ça va le faire aussi. À 53 ans, il est connu pour son sang-froid et sa rigueur.
Il a déjà pris le volant lors d'une dizaine de convois d'éoliennes. Son chargement semble interminable. Chaque pale est aussi longue que 7 autobus. Alors pour manœuvrer ce mastodonte, il n'y a pas un, mais 2 chauffeurs qui échangent par radio. Allez, ça grimpe, porte-à-faux à droite, c'est OK. Dans le véhicule suiveur, le second chauffeur. Avec cette télécommande associée à un système électrique, On a l'air d'être pas trop mal. il pilote les roues arrière de la remorque qui soutient la pale, 70 mètres derrière Michel. Je suis les yeux et les mains, on peut dire ça comme ça, du chauffeur, oui. À cette longueur-là, lui, il peut pas gérer la distance derrière avec la remorque. Ouais, tu peux y aller comme ça, lampadaire à gauche et visu. Continue toujours. Allez, lampadaire sorti. Mais pour Michel et son copilote, les difficultés ne font que commencer. J'ai un panneau droite, suivant. À l'entrée de l'autoroute, les 3 pales se faufilent à travers le péage grâce à la voie de droite plus large que les autres. Ouais, y a pas de souci, la deuxième barrière. Là. Tel un fil dans le chat d'une aiguille. Là, on attaque l'autoroute. Mais sur la bretelle d'accès à la 10, une mauvaise surprise. Les quilles auraient dû être retirées par les services autoroutiers. Ouais, éviter de rouler dessus. J'ai les fleurs, hein. Là, je suis à même pas 2 cm des quilles. Et là, c'est assez tendu. On n'aurait pas eu ça, ça aurait été plus facile. Le convoi s'élance sur une portion assez fréquentée en ce début de matinée. Il s'étend sur plus d'1 kilomètre. Autour des pales, des patrouilleurs, des véhicules pilotes, des motos, des gendarmes, une quinzaine de véhicules qui ne doivent pas dépasser 70 km/h. Malgré les nombreux avertissements, cela crée tout de même un risque de collision à l'arrière du convoi, avec des automobilistes surpris et parfois imprudents. Un mec qui est meilleur que tout le monde, qui double tout le monde par la droite, sauf que là, il vient de se rendre compte qu'il y a des gyros bleus. Champion du monde. Ouais, ça double par la droite, ça fait n'importe quoi. Là, sur autoroute, on pourrait se dire que c'est tout droit, c'est reposant pour les conducteurs, mais en fait, pas du tout, parce qu'il y a le flot de circulation autour, les bretelles d'insertion. En fait, il peut venir des véhicules de partout, donc il faut être très, très vigilant. Ça fait partie des dangers sur autoroute. Ouais. Il y a un camion qui est en train de dépasser la pale, sauf qu'il se rend compte qu'en fait, elle dépasse beaucoup sur sa voie, donc il hésite. Le convoi empiète sur la voie de gauche, donc les poids lourds passent très près de la pale lorsqu'ils dépassent. Après 70 km, le convoi sort de la 10, mais il reste une difficulté de taille. C'est toujours particulier de prendre une direction à contresens. Les voies normales, à droite, ne permettent pas le passage du convoi. Seule solution pour Michel, rouler à gauche. Tout va se jouer au centimètre et il ne faudra pas traîner. L'autoroute a été spécialement bloquée pour l'occasion. Sur la 10, la sécurité est une obsession, notamment pour les 1000 patrouilleurs qui travaillent pour la société d'autoroute. 126, bonjour. Bonjour, c'est Brian. Je suis parti en ronde sur le 0 et j'irai au 54 après. Ok, bonne route. Brian veille sur une section de 54 km, juste à la sortie de l'Île-de-France, au rythme des signalements du centre d'information trafic. Ce matin, risque d'accident. Brian au 42 102, on signale un pare-choc, peut-être sinon un marche-pied de camion sur V3. V3 comme 3e voie. Cette fois-ci, pas de débris de pneus, mais on annonce un objet imposant sur la file la plus à gauche. Le plus compliqué, c'est de juger la vitesse des véhicules qui arrivent. Il faut réussir à savoir à quel moment on traverse. Toujours faire face à la circulation, ne pas se précipiter, on évite de courir au maximum. Et je suis arrivé sur place, l'objet il est sur V3, 42 plus 100, je vais aller le chercher. Les véhicules sont lancés à 130 km/h. Les voitures s'écartent à peine. Brian doit bien choisir son moment. C'est un gros marchepied d'un poids lourd.
donc qui était sur la voie de gauche, donc ça reste quand même assez lourd. S'il y a une voiture qui le percute, ça peut faire du dégât. Quelques instants plus tard. Ouais, je me suis mis en protection derrière la Ford Fiesta, là je suis au PK7 sur bande d'arrêt d'urgence. Je vais rester derrière à mon avis parce qu'on la voit au dernier moment là, la voiture. Bonjour. Qu'est-ce qui vous arrive? Ce conducteur est en panne. Il a fait appel à une société de dépannage. Je vais rester sur place avec vous parce qu'on vous voit un peu au dernier moment, donc c'est pas ce qu'il y a de mieux. Comme ça, vous êtes plus en sécurité. Le danger, c'est la collision. Bah là, on est en descente avec une courbe. Donc les gens ont tendance à se décaler au dernier moment. Donc là, on va essayer de faire le plus vite possible. Mettre en protection un véhicule en panne sur la bande d'arrêt d'urgence peut paraître anodin. C'est pourtant l'une des opérations les plus risquées pour Brian. Des caméras de surveillance ont capté certains de ces accidents dramatiques. En 20 ans, 27 patrouilleurs sont morts en intervention sur les autoroutes françaises. Brian, lui, a évité le pire un an plus tôt. En plein dépannage, son fourgon a été violemment heurté par un camion. Et ça, c'est une flèche lumineuse comme on a sur ce camion-là. Elle a été projetée à entre 40 et 50 mètres de mon véhicule. Heureusement que j'étais très loin de mon véhicule parce que quand on voit l'état de la flèche, c'est pas un moment facile. En plus, là, on voit le choc, on entend le bruit, tout ça, on se remémore ça après. Donc ça reste traumatisant, ouais, on y pense. La bretelle d'entrée France 2 à Châtellerault est fermée. Et quand la nuit tombe, le travail des patrouilleurs devient un peu plus périlleux. 260 km plus au sud, vers Châtellerault, des collègues de Brian se préparent pour un surprenant chantier. Bonsoir Sébastien, je suis parti à Châtellerault Nord pour la sortie obligatoire à 20h. En pleine nuit noire, ils vont condamner l'autoroute sur 30 km. Ok, ça marche. Des ouvriers doivent travailler sur les voies. On va devoir dire aux gens de prendre la sortie, de passer par l'extérieur pour retrouver l'autoroute un peu plus loin. On a besoin d'avoir toute l'autoroute pour travailler. Il y a beaucoup de personnel. On ne peut pas se permettre d'avoir du trafic, c'est impossible. On se prépare? Ouais. Ouais, je t'apporte les batteries, mais ils vont pas tarder à arriver. Ouais, je les laisse. Plus en amont, les gendarmes et les patrouilleurs obligent les conducteurs à rouler à 50 km/h. J'aperçois des gyros. Ainsi, l'autoroute est provisoirement libre pour les deux patrouilleurs. Mais ils n'ont que 2 minutes pour barrer la chaussée. Le principal, c'est que tout soit dessiné pour que dès que le ralentissement arrive, les gens comprennent qu'il faut sortir tout de suite. Il faut leur serrer plus. À peine les cônes posés, le flot de véhicules est déjà là, obligé de quitter l'autoroute. On serait pas mal. C'est bon? C'est pas mal là comme ça? Opération réussie, cette portion est désormais vide. 15 km plus loin, les énormes engins et camions ont pris possession de toute la chaussée. Ils n'ont que 2 nuits pour terminer un pont, pas comme les autres. Dans l'ordre, du coup, c'est la première qui est dessous. Première qui est dessous, c'est la 5e. On a posé les 4 premières l'autre nuit. Employée par la société d'autoroute, Christine suit la mise en place des 4 dernières poutres. Un chantier à plus de 4,5 millions d'euros, financé par une augmentation des tarifs de péage, mais pas un humain ne l'empruntera. C'est pas un pont routier qu'on est en train de construire, mais c'est un pont qui est entièrement dédié aux animaux. L'espèce visée en particulier, c'est le cerf élaphe, d'où la largeur impressionnante de l'ouvrage qui va faire 20 mètres de large sur toute la longueur du tablier. Donc ça, c'est vraiment spécifique pour le cerf. Si c'est plus petit, il n'a pas envie de passer, voilà. Le cerf, mais pas seulement. Avec ce pont, Christine espère protéger toutes sortes d'animaux qui vivent autour du site. Renards, sangliers ou chevreuils. Beaucoup meurent en tentant de traverser les voies. L'éco-pont devrait permettre d'éviter collisions et accidents graves.
Ils font la rotation à 45 degrés. Pour cette opération complexe, le chef de chantier n'a plus que quelques heures devant lui. Il faut qu'on rende l'autoroute aux usagers à 6 h du matin et on n'a pas le choix que de rentrer dans le créneau. Allez, encore 10 cm et on va toucher. Top, on est posé. Mais au moment de fixer solidement la première poutre, une mauvaise surprise les attend. Comment ça, est-ce qu'on a les bons numéros? Tu penses pas qu'on a la 5? Je pense qu'il y a un problème parce qu'il arrête. Sur le chantier de l'Écopont, 2 poutres de 40 tonnes ont été inversées malencontreusement. Donc je fais ramener la 5, qui est devant, qui est la dernière qui est devant. Pas le choix, il faut retirer la première et la poser à la bonne place. Tu peux rouler, c'est bon? C'est l'État qui incite les sociétés autoroutières à construire des aménagements verts comme les écoponts. Une question de sécurité routière, mais aussi de brassage, nécessaire à la survie et la reproduction des espèces. Aujourd'hui, on a une occasion super de pouvoir reconstruire des passages pour les animaux pour rejoindre 2 forêts et puis que le brassage génétique puisse se refaire comme avant. Ça a plus de sens pour moi de construire un ouvrage qu'on dédie aux animaux plutôt qu'aux voitures. Le retard a finalement été rattrapé. Mais le chantier ne fait que commencer. Il faut encore aménager ce pont pour que les animaux osent le traverser. À l'extrême sud de l'A10, près de Bordeaux. D'autres travaux débutent. Les automobilistes de passage, un peu déboussolés au milieu des bâches, découvrent un restaurant en plein chantier. On a fait 100 km pour venir manger. Mais c'est pas grave. C'est pas vrai. Ouais. Je suis désolée. Elle a pour combien de temps? Je suis désolée. Un sandwich? Hayat, la gérante de l'air, tente de faire bonne figure. Pas de souci. Sur autoroute, la restauration doit rester ouverte 24 heures sur 24. C'est une obligation légale, même en période de travaux. Excusez-nous pour l'attente. Alors Hayat ne propose que 2 plats et quelques sandwichs. Exactement. On a problème, on est en phase de travaux et on est en train de changer les concepts. Et tout ce qu'on a, on a des plats chauds. Ah bon? C'est très tendu. Un client il était perdu, il cherchait le resto. Oui. Oui. Et les gens, quand même, il fait froid, ils veulent un plat chaud, ils veulent vraiment. Ouais. Le buffet, ça va être là? Non, là c'est la caisse. C'est la caisse. Dans ces 12 restaurants, le groupe de Hayat lance de grands travaux et veut révolutionner son offre. Fini le self vieillot, les plats industriels réchauffés, les œufs mayonnaise en barquette et le jambon braisé. Car depuis plusieurs années, la fréquentation baisse, le chiffre d'affaires décline. C'est toujours la même chose, c'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes plats. Les clients, c'est-à-dire, il tourne, il fait un tour, et après il part, il prend un petit sandwich. Et ben, sincèrement, ça marche plus. Non, mais ça fait un moment, ça marche plus. Alors, pour offrir aux clients un nouveau visage, il faut terminer les travaux au plus vite, coûte que coûte. Alors là, c'est tout bâché, vous avez vu. Ça va être un peu difficile pour nous. On ne sait pas le tour qu'on va faire, on ne sait pas comment on va faire les préparations, on ne sait pas... S'il vous plaît, pour passer, faites le tour. Et si je vais la condamner, d'accord? Merci. Alors, un problème, c'est fait. 1 mois de nuisance et de manque à gagner, mais bientôt, un décor plus dans l'air du temps. Je vous en prie, bon appétit. Et dans les assiettes, des recettes plus saines, cuisinées sur place. Voilà votre plat. Produits locaux, tout fait maison. Hein, la viande fraîche, tout fait maison, ainsi que les sauces. Le restaurant d'autoroute a déjà mis au point une nouvelle carte que les clients découvriront dans quelques semaines pour quelques euros de plus. Habituellement, je prends un jambon braisé avec des frites. Et je reste rarement très longtemps pour prendre un repas. Donc, produits locaux sur l'autoroute, en cafétéria ou autre. On est prête à mettre 2-3 euros de plus, pas de problème. Si c'est le double, non. Vous voulez de la moutarde, non? Dans 1 mois, tout devra être prêt pour la réouverture du restaurant. La haute saison approche, mais les clients seront-ils convaincus? Pour le moment, l'autoroute est encore peu fréquentée, sauf par un flux incessant de camions.
À Saint-Arnoux, en Île-de-France, ils sont en moyenne 600 à franchir le péage toutes les heures. Des cibles prioritaires pour les douaniers, en particulier ceux qui remontent du sud de l'Europe. Bonjour, c'est la douane, CMR s'il vous plaît. Merci monsieur. On va faire un contrôle, vous devez aller à droite là, d'accord? D'accord. Je vous envoie un espagnol jaune qui fait Espagne-France avec des pièces de voiture. C'est sur l'axe péninsule ibérique Benelux. Donc tout ce qui remonte d'Espagne, Portugal, potentiellement Maroc aussi. Vraiment, il va tout y avoir. Il va y avoir du stupéfiant, des drogues dites dures et des drogues dites douces. On va trouver des armes, on va trouver de l'argent. Des bonnes quantités d'argent, dans les deux sens d'ailleurs. Attendez un moment. Ce matin, Sébastien, chef divisionnaire, et ses équipes bénéficient d'un dispositif exceptionnel. France-Allemagne, immatriculation polonaise. Un camion scanner. Il n'y en a que 3 en France. Grâce au rayon X, il permet un contrôle presque infaillible en à peine 1 minute. On est des chasseurs et ça, c'est un moyen de chasse parmi d'autres. Ça permet de découvrir des caches aménagées, le tout dans un temps assez record. Vous allez pouvoir voir ce qui potentiellement peut y avoir dans un plancher, dans une paroi extérieure, ce qu'il y a de caché dans la cabine aussi. Après quelques contrôles, les douaniers détectent soudain des anomalies dans une camionnette venant du Maroc. Le discours du chauffeur éveille les soupçons des douaniers. Dessous une cocotte minute, là, il y a une espèce d'amas d'objets qui peut être intéressant. Et là, vous avez aussi une image suspecte avec des rayures qui peuvent être indicatrices de marchandises. Monsieur, vous voulez regarder, s'il vous plaît? Vous regardez ce qui se passe, et vous regardez le contrôle. C'est des affaires d'un ami qui l'amène du Maroc en Belgique. C'est vide. Ouais, non. Là, c'était des chaussures et des vêtements, en tout cas. Ouais, c'est ce qu'il vient de nous dire, il nous dit que c'était plus de... C'était négatif, il n'y avait rien. Ça. Au total, une 40aine de contrôles, mais aucune prise. Le camion scanner et ses rayons X repartent vers une autre région le soir même. Les douaniers continuent leur contrôle, mais d'une manière plus traditionnelle. Tu as signalé qu'il y avait les gendarmes à Dourdan? Négatif. Cette fois-ci, Sébastien a caché ses équipes à une entrée d'autoroute, à l'affût. Soudain, le véhicule bondit. Les douaniers ont ciblé un camion grâce à sa plaque d'immatriculation espagnole. Ils vont rabattre le camion sur une aire. Ouais, pour l'instant, tu peux y aller comme ça, j'ai pas de soucis. Au péage de Poitiers, Michel, lui, ne craint rien des douaniers. Mais il est tout de même sur ses gardes. Sa pale d'éolienne est engagée sous le portique et ça passe juste. Est-ce que tu peux redresser un peu? Ouais, le souci, c'est de ne pas accrocher qui que ce soit, quoi que ce soit. Dans le mobilier urbain, donc les caméras, les panneaux, les montants. Les panneaux sur la droite, je les sens, tu peux continuer comme ça. Ok, droite, j'ai un petit truc qui se balade avec caméra après un peu plus loin, à 2-3 mètres plus loin à gauche. À gauche, je te dis ça. À gauche, tu peux aller comme ça survole léger gauche, même pour. Est-ce que tu peux redresser un peu? Ok, je vais pas avoir beaucoup de marge de manœuvre, je vais être obligé d'aller droite. Ça marche. Pour cette manœuvre, la chaussée est coupée par les gendarmes dans les deux sens. Et les voitures s'accumulent déjà en un rien de temps. Ouais. Ici, c'est tendu. Hein. La glissière gauche-droite, panneau gauche. Après 1 heure passée sur l'autoroute,
le convoi réussit finalement à s'extraire du péage en quelques minutes. Il rejoint une voie rapide. Mais il n'est pas sorti d'affaire pour autant. Au bout de quelques kilomètres, en pleine sortie, devant Michel, un des camions n'avance plus. C'est le pire endroit, car un bouchon peut vite se former sur la nationale. Ça vient pas de là parce que j'entends le relais à chaque fois que tu appuies dessus. T'as pas un autre câble de rechange? Bah, il y a une panne électrique. Et ça fait que là, du coup, on peut plus utiliser la remorque. On peut plus utiliser les essieux de la remorque. Alors là, sur une manœuvre comme celle-là, c'est pas la peine d'essayer de se mettre en travers du carrefour parce qu'on va rester coincé. Sur ce carrefour, les pales d'éoliennes ne peuvent pas tourner à angle droit. La manœuvre doit se faire en partie en marche arrière, mais sans commande électrique de la remorque. J'essaye un truc. Impossible de la piloter. Mais je vais couper, hein. Oui. Le fautif, touche à rien, hein. Peut-être un fusible que Chris vient d'identifier. Touche à rien. Mais même changé, rien n'y fait. Toujours pas d'électricité. Bloqué derrière Michel, le dernier du convoi vient à la rescousse. Fabrice, celui-là, il est plus long. Et là, je lui ai changé son cordon parce que l'autre était trop court. Il faut se dépanner, trouver les solutions au plus vite, et réfléchir, faire, défaire, refaire. Il faut rester calme. Très calme. Oui, carrément. Calme, car sur la sortie, les véhicules s'accumulent et pourraient paralyser la circulation. L'impatience des automobilistes commence à monter. Il y en a pour combien de temps, vous savez pas? Indéterminé, pour l'instant, on est en panne. Mais en panne de quoi? En panne électrique. Alors là, vous êtes obligés d'attendre. Combien de temps, là? Au bout de 3/4 d'heure, comme par miracle, la remorque fonctionne à nouveau. Ça y est, ça repart? Ça y est, ça repart, ouais. C'est quoi? Bah, on sait pas trop, c'est ça le problème, donc c'est susceptible de recommencer. Panne électrique ou électronique, c'est souvent panne intermittente, comme ça, c'est les pires. Une nouvelle manœuvre millimétrée commence pour Michel et son copilote. Encore. Tout le carrefour est bloqué. Allez, tu peux mettre ta marche arrière. La pale géante doit pivoter en arrière pour repartir ensuite dans la bonne direction. Allez, je rentre dans le carrefour. Ok, ça marche. Vas-y doucement, parce que je vais me rapprocher de la droite là. Vas-y. Allez, si t'es prêt à repartir, on peut y aller. Pour moi, c'est ok derrière. Ah, et s'il n'y a pas eu la panne, ce serait mieux passé. Mais ça arrive. Ok, c'est reparti. Ouais, ça rentre dans le rond-point. Avec le retard accumulé, les 60 derniers kilomètres s'achèvent dans la nuit. Les motos sur ta gauche, fais attention. Arrivés au chantier d'éoliennes, Chris et Michel livrent leur chargement démesuré. Tu vas attendre 2 secondes que je remette la flèche là. Si je suis à l'autre bout du rond-point, je sors. Ouais, c'est toujours embêtant quand il y a des petites pannes comme aujourd'hui, mais bon, on est arrivé, c'est le principal. Et puis bah, ça ira mieux la prochaine fois. Si le réseau secondaire reste la principale difficulté, les 70 km d'autoroute auront rendu un fier service à Chris et ses chauffeurs. Coût du péage, 2 500 €. Sur son tronçon très fréquenté aux abords de Paris, Brian voit passer en moyenne 80 000 véhicules chaque jour. Dans ce flux incessant, il est bien souvent sidéré de ce qu'il découvre sur les bandes d'arrêt d'urgence. Ok, je vais aller prendre contact avec les clients. Pour sa sécurité, Brian garde toujours l'œil rivé sur le trafic. Ce conducteur a eu une drôle d'idée. Bonjour, vous êtes fatigué? Ouais, fatigué. Vous avez une station-service dans 6 km. Je sais pas, vous pouvez y aller ou pas? Ça va le faire? Vous serez mieux sur le parking, je pense, pour dormir, ok? Allez, bon courage. Bah, ils étaient en train de faire une sieste.
Donc je leur ai indiqué qu'il y avait une station-service dans 6 km et que le fait d'être sur un parking, ça sera quand même vachement mieux pour eux. Donc c'est quand même quelque chose d'assez surréaliste. Ça agace un peu parce que si jamais il y a un accident, on sait que ça peut être dramatique. Un peu plus loin, toujours sur la bande d'arrêt d'urgence. Un Renault Master d'arrêter, t'as une demande pour lui? Non, j'ai pas de demande de dépannage à Brian. De loin, la situation n'est pas très claire. Il y a du monde. C'est un groupe d'ouvriers qui se déplacent entre deux chantiers. L'une des deux camionnettes est en panne. Monsieur, bonjour. Qu'est-ce qui vous arrive? Alors, on n'est malheureusement tombé en panne, on n'a plus d'essence. Ok. Et voilà, on est à la prochaine station, elle est à 7 km/h. Ouais. On avait 90 km d'autonomie et malheureusement, ça ne nous a pas suffi. À 7 km près, donc voilà, un manque d'attention. J'appelle un dépanneur, il vient prendre en charge sous 30 minutes, vous vous rejoignez à la station là, à 7 km/h et comme ça c'est fini. Mais ils refusent le dépannage et même d'utiliser leur deuxième camionnette pour aller chercher de l'essence. Ils veulent éviter les 8 € de péage et l'aller-retour leur semble trop long. En fait, ils essayent de siphonner le premier camion pour mettre de quoi aller à la station dans le deuxième. Donc vu la manœuvre, on va rester sur place. J'ai un petit bidon, je sors de chez moi un petit peu d'essence pour arriver à la station-service. Ouais, mais là tu tu peux, mais tu vas te prendre la tête, hein, non? Ouais, franchement, c'est mieux. Le conducteur abandonne l'idée, mais il veut maintenant se rendre à pied à la station essence. Ça fait loin. Et c'est là le problème. Ouais, c'est ça le truc. Bah ouais, un piéton sur autoroute, la durée de vie, elle est de 20 minutes. Hein. Plus de 7 km à marcher au bord des voies de circulation, c'est... Enfin, pour moi, c'est inconscient. Les arguments de Brian finissent par être entendus. Une partie du groupe va partir chercher de l'essence en camionnette. Quand le deuxième y revient, il vient bien se serrer le long des glissières. Ok. On vient pas se mettre directement sur la voie de droite parce que... Ils réussiront finalement à se dépanner par eux-mêmes. Bon courage à vous. Sur son trajet, un chantier de rénovation. Les automobilistes roulent à double sens sur la même chaussée. Banal pour les conducteurs. Mais pour les patrouilleurs, c'est une mission dangereuse qui demande une préparation millimétrée. Certainement pas un jeu d'enfant, et pourtant. Brian, tu te positionnes avec tes collègues ici, d'accord, tous les trois, pour pouvoir basculer la circulation. Pendant ce temps-là, l'autre équipe va faire le ralentissement. Le matin même, Brian et ses collègues préparent cette opération sensible qui demande à chaque fois une imposante logistique. Ils vont obliger les conducteurs à basculer sur la chaussée opposée en pleine journée. Moi, je vais être positionné là, donc je vais être dans l'endroit où il faut faire le plus attention. Le faire là, comme ça, avec des petits jouets, comme ça, au moins, une fois qu'on est sur le terrain, il y a moins d'hésitation. Et moins il y a d'hésitation, plus on est en sécurité. On fait comme on a dit, tu t'occupes de la lignée de cône. Je vais faire les flèches. Comme si de rien n'était, Brian prépare le dispositif au beau milieu de la circulation. C'est pas anodin, mais à force de le faire. Après, on est toujours vigilant. On est aussi attentif à pas leur faire peur, parce que c'est pas normal non plus de traverser devant eux. Donc, ouais, donc c'est pour signaler qualité PC. Nous, on est prêts, on attend le ralentissement. Ça y est, c'est parti. Là, ça devrait pas tarder à arriver. Brian aura à peine 2 minutes pour mettre en place la signalisation. Hop. Vous voyez, la circulation est déjà en train d'arriver. Au loin, la colonne de véhicules approche. Les gendarmes ont provoqué un ralentissement pour laisser le temps aux patrouilleurs de s'organiser. Ouais, c'est pas mal. Et ouais, c'est assez rapide. Donc là, c'est le moment. On va voir si le flux de circulation passe bien dans le balisage qu'on a mis en place. Là, la circulation, elle est bien basculée. Ça circule correctement, donc les gens ont l'air d'être attentifs. Les gens respectent bien la vitesse. Ça roule gentiment, c'est bien. 6 km plus loin, les travaux ont pu commencer. Objectif, rénover l'autoroute sur 10 km. Sur une aire de repos, Sébastien et son équipe viennent d'intercepter un camion espagnol. Ils remontent vers le nord. Une route habituelle pour le trafic de stupéfiants. Cachés parmi les produits frais, les douaniers ont déjà trouvé de la drogue dans d'autres camions frigorifiques.
C'est un collègue au flair redoutable qui est lancé. Sioux, un labrador dressé pour détecter les stupéfiants. C'est un travail à deux, c'est moi dès que je vois un changement d'attitude, c'est à moi à le calmer, à le faire vraiment bien le tour de ce poids lourd-là. Et c'est à moi d'affiner sa recherche pour pas qu'il perde son objectif de vue, quoi. Oui. C'est bon pour moi, il reste sur le camion. Voilà, il peut partir librement, tranquillement et repartir aux Pays-Bas. Cette fois-ci, les douaniers n'ont rien trouvé. Muchas gracias. Mais quelques temps plus tôt, dans un camion venant d'Espagne, les douaniers de la 10 ont fait une incroyable découverte. Cachée dans cette machine industrielle 1,3 tonne de pollen de cannabis. Une prise record. Valeur marchande 12 millions d'euros. La 10, un axe majeur pour les go-fast et les flux illicites. Les douaniers savent qu'à n'importe quel moment, ils peuvent tomber sur des trafiquants dangereux et parfois armés. Ce soir, Sébastien et ses équipes sont déployés pour une opération au péage de Saint-Arnoux, en Île-de-France. Bonsoir, c'est la douane. Vous arrivez de quel endroit? Vous allez à quel endroit, s'il vous plaît? Les douaniers sont sur leur garde. 2 de leurs voitures moteurs tournants sont prêtes à s'élancer en cas de course-poursuite. Venez. À la main, des herses qu'ils peuvent jeter à tout moment sous les roues d'un éventuel fuyard. Aquí. Okay. Ici. Aquí. Despacito, doucement. OK? Stop. Stoppez le moteur. Coupez le moteur. OK. J'ai un gars, donc Anvers, Alicante. Les douaniers s'intéressent surtout au trajet vers l'Espagne. Les véhicules ciblés sont inspectés avec minutie. On a déjà fait de la cocaïne là-dedans. Les collègues ont déjà fait de l'héro, etc. Ça arrive régulièrement, en fait. C'est pour ça que c'est important qu'on les check. Au bout de quelques contrôles, 2 Espagnols attirent leur attention. Oh, doucement. Seigneur, monsieur, doucement. Okay. Tournez-vous. Écartez les pieds, s'il vous plaît. Le chauffeur s'agace un peu. Le maître chien est appelé. Très vite, le comportement de Sioux va aiguiller les douaniers. Il y retourne à chaque fois. Ouais, le chien marque un intérêt au niveau du tableau de bord. Le chien a clairement détecté une odeur de drogue. Une fouille méticuleuse commence. En tout cas, il n'y a rien là. Après, moi, sur le côté, je vois rien. Ah ouais? Ah, c'est ça qui est bon, ça. Oui. Là, ça va. Là, Enveloppés dans du papier, des milliers d'euros. Écoute, ce qu'on va faire, on va continuer à fouiller. Bon, après, je vais voir avec lui. Et si on a trouvé ça, c'est quoi? L'argent m'a donné mon cousin. Ouais. Pour aller le voir pour acheter une voiture en Paris. Ouais. L'un des 2 hommes tente quelques explications douteuses. À l'intérieur, de nouvelles liasses sont trouvées. C'était où? Dans la sacoche. Ah, ok. 5 000 euros supplémentaires. Au total, alignés sur le pare-brise, 24 000 euros dissimulés. Ce sont des billets qui sont certainement utilisés dans le cadre des ventes de stupes sur les quartiers, sur les fours. Et automatiquement, les billets gardent forcément une odeur. Les douaniers ont toute confiance en leur chien. Sa détection est un élément à charge que le juge pourra prendre en compte. En France, la loi oblige à déclarer à la douane toute somme en liquide au-delà de 10 000 euros lorsque l'on passe une frontière. Les sommes d'argent, c'est fréquent. Après, voilà, à partir de certaines sommes, on peut se poser des questions, surtout quand c'est caché. Il n'y a pas de menottes, d'accord? Tranquille dans la voiture, on est cool. Ok, allez. Tu donnes ça? Les 2 hommes seront remis aussitôt à la gendarmerie. Ils ont été condamnés pour blanchiment de droit commun, de la prison ferme. 10 mois pour le conducteur, 1 an pour le propriétaire des billets. Près de Bordeaux, sur l'aire de service de Hayat, les travaux sont presque finis. C'est bon? Ça fonctionne?
Ah bah nickel. Non, il n'y avait pas de problème en fait. Ici, vous avez un interrupteur à l'intérieur. Il suffisait juste d'allumer. Le restaurant a pris un sérieux coup de jeune. Lumière tamisée, cadre cosy et affichage du nouveau slogan « Fait maison ». Mais il reste une foule de détails à régler. Et c'est le stress. Alors, on va voir la cuisine. Il faut que ça soit vraiment... coloré. Ouais. En cuisine, les plats mijotés sont déjà lancés. On ajoutera les oignons, puis les carottes. Et, les oignons et les carottes en même temps? Car dans moins de 3 heures, les premiers clients arrivent. Ça va être prêt pour notre service, oui? D'accord, super. Aujourd'hui, on va voir nos clients, on va voir leur avis. C'est vrai qu'on est en stress parce que c'est un grand changement quand même. C'est un grand changement. D'abord la salade. Salade pâté basque, jambon de Bayonne. Pour ce grand jour, le chef cuisinier du groupe est venu spécialement pour former les équipes. Jambon de Bayonne, on essaye de la mettre en rosace, donc on l'enroule autour du doigt. On l'écarte et on pose. Soigner la présentation. Il y a la petite touche du chef, ouais. Cuisiner des plats fait maison, un défi pour les équipes, car jusqu'ici, elles ne faisaient que réchauffer des plats sous vide ou surgelés. Il y a tout à apprendre, il y a tout à apprendre. À zéro, en fait. On va commencer à zéro. C'est beaucoup de travail. Là, on a 3 filles en formation. Le melon jambon à faire pour aujourd'hui. Pour faire des économies, tout se fait en même temps. La formation et le service qui débutent dans à peine 1 heure maintenant. En fait, on va la placer là. Juste le temps de mettre une dernière touche au restaurant. Farine de fraises, salade de fruits, le fameux sauté sport, 1 heure. Le riz avec les légumes. C'est bon. C'est nickel. 11h20, c'est très bien. Mais vraiment dans l'état, bravo. Rien là. Pour cette réouverture, Hayat joue gros. En 1 mois de travaux, avec la fermeture du restaurant, elle a perdu la moitié de son chiffre d'affaires. Côté resto, ça baisse vraiment, on sent vraiment la baisse de chiffre. Là, notre but, c'est vraiment de récupérer ce qu'on a perdu en cas de fermeture. Mais récupérer ne suffira pas. C'est toute l'activité du restaurant qu'il lui faut relancer. Vous êtes bon, j'ouvre. Oui, c'est bon. 11h30, 11h30. Raymond, bravo. Ah, je suis contente. Messieurs, dames, bonjour. C'est aujourd'hui l'ouverture. Les premiers clients découvrent. Le chef s'agite. Les fish and chips. Les fish and chips. Je vais prendre du sauté de volaille, s'il vous plaît. Et Hayat guette avec anxiété les premières réactions. Attention, c'est très chaud. D'accord. Merci, madame, merci. Nadine s'est laissée tenter par un sauté de volaille. Et Thierry par la nouvelle planche de charcuterie. Est-ce que vous désirez un petit café pour après? 33 € à 2 desserts et boissons compris. La note reste abordable, mais l'enseigne en a tout de même profité pour augmenter ses tarifs. En moyenne, 2 € de plus par repas, selon nos estimations. Le couple s'en accommode. On ne se prive pas là où un petit peu. C'est vrai qu'on ne s'y attendait pas, parce que c'est toujours une restauration rapide, qu'un menu, souvent un plat ou 2, simplement. Mais là, c'est bien, il y a le choix et tout. Alors? C'est très bien. C'est vrai? C'est bon? C'est vrai, c'est bon. Hayat est rassurée. Aujourd'hui, le restaurant a accueilli 60 personnes. Mais les vacances d'été approchent. En pleine saison, toute l'équipe devra être prête pour servir jusqu'à 350 couverts par jour. À 250 km de là, l'écopont se transforme. Les poutres sont toutes posées. Le béton est coulé. Et aujourd'hui, Christine supervise la pose de grands panneaux occultants. On a l'impression qu'il est comme ça. Ah ouais. Mais après, il se cale tout seul, en fait, c'est ça? Oui, c'est ça. Les protections de bois doivent inciter les animaux à traverser à l'abri des regards et de la lumière des phares. C'est chouette. Moi, je me mets dans la peau d'un chevreuil ou d'un cerf qui va franchir l'ouvrage. Ça prend vraiment forme et avec les aménagements écologiques qui sont en train de se faire, c'est vraiment très sympa. Autour du chantier, tout indique que les animaux seront bientôt au rendez-vous. Pour le vérifier, Christine a fait appel à un spécialiste. Et du coup, les ajouts, ça s'en est. Ouais. Vivien est écologue.
Il étudie le site depuis le début des travaux, 1 an plus tôt. Et tout près du pont, une première découverte. Des traces de serre. T'as les 2 doigts. Ça appuie vers l'avant, il marche. Et là, ouais, c'est le cerf est là. Donc là, ça montre qu'il y a vraiment des... Il y a du passage, il y a des populations qui sont implantées. Et donc, du coup, effectivement, le projet d'Écopont, ça permet en fait des échanges de populations et surtout la traversée de l'autoroute en toute quiétude. Vivien a truffé les bois de capteurs, comme cet appareil photo bien camouflé en bordure de bois. Je récupère la carte SD. On va regarder. On a réussi à avoir quelques clichés. Ah bah super, regarde ici. Hop. Ah ouais. Donc là, du coup, on a bien le cerf qui est passé ici. Donc il est bien présent, à proximité directe de l'Écopont. Hein. Malgré l'effet de chantier, il continue de fréquenter son habitat. Donc c'est vrai que ça fait plaisir à savoir que le projet est implanté en milieu qui soit en faveur de l'environnement. On se dit, voilà, c'est pas pour rien. Le cerf, il aura toute aise à passer et c'est chouette de constater qu'il est bien présent et que l'Écopont lui servira aussi à lui, quoi. Pour l'expert, l'Écopont, c'est une nouvelle chance pour la biodiversité. Car jusqu'ici, les espèces restaient confinées de part et d'autre de l'autoroute, menaçant leur survie. Les individus, à terme, se reproduisent entre eux. Les populations sont moins viables. Du coup, les effectifs sont toujours à la baisse. Aujourd'hui, l'Écopont va permettre le transit d'individus, la reproduction entre ces 2 populations, renforcer les populations locales et leur permettre peut-être aussi de s'émanciper et conquérir de nouveaux territoires. Mais les animaux vont-ils bien traverser comme l'imagine Christine? Si l'on en croit cet écopont construit 5 ans auparavant à 35 km de là, la réponse est oui. C'est ça aussi qu'on va rajouter, nous, à Velèche, les plaques à reptiles. Les plaques à reptiles, on voit bien, il y a une belle sente là, qui est entretenue par le passage régulier d'individus qui passent, qui transitent. De part et d'autre, de l'Andin d'ailleurs. Hein. C'est l'État qui a identifié dans les années 2000 ces points de rupture écologique, empêchant les espèces de se déplacer. Car lors de la construction de l'autoroute dans les années 60, l'écologie n'était pas vraiment une préoccupation. Ça a bien pris, ouais. Avec Vivien, Christine va tout faire pour que les animaux adoptent son nouvel écopont, en s'inspirant de ce qui les attire sur celui-ci, des souches, des arbres fruitiers et une belle pente douce. Les bestioles, elles vont remarquer dans le paysage un milieu naturel, donc du coup, elles vont se faire happer en gardant la structure naturelle pour passer d'une mosaïque d'habitat à l'autre. On a des mares de chaque côté qui sont faites là aussi pour appeler les animaux et vraiment pour les attirer ici. C'est une invitation. C'est une invitation, c'est ça. Une invitation au passage. Voilà. Christine devra attendre quelques mois pour savoir si les animaux accepteront d'emprunter son nouvel écopont. Cette fois-ci, Sébastien et sa brigade de douaniers changent de méthode. Sur cette aire d'autoroute en sortie de région parisienne, ils interceptent des bus low cost, reliant les capitales européennes ou les grandes villes françaises. Contrôle des douanes, prenez vos bagages, tous vos sacs et sortez du bus. En plein voyage, tous les passagers sont sortis de leur torpeur. Sur la ligne, dans la suite de la ligne, monsieur. Scène surprenante. Ils sont tous alignés avec leurs bagages pour permettre aux chiens de travailler. Les douaniers sont à l'affût du moindre indice. Quelqu'un qui va dire qu'il n'a pas de bagages, par exemple. Qu'il n'a pas envie de se faire contrôler, dont on voit qu'il est un peu tremblant, un peu stressé. Régulièrement, les douaniers trouvent à bord de ces bus de la drogue ou des cigarettes de contrebande. Très vite, Sioux s'intéresse à un sac resté à bord. Il y a que ça dans le sac en... On a fait tout. Nous, on a fouillé, donc c'est le seul truc qui pourrait avoir perturbé son odorat, en fait. Ah, c'est du maté. Ouais, c'est du maté, un mélange de feuilles d'Amérique du Sud utilisées pour des infusions. C'est quand même de l'herbe, le maté, et ça peut avoir la même formule que le cannabis, et ça peut tromper le chien. Vous avez déjà vu ça, Aurélien ? Pendant que Sébastien s'intéresse à des légumes inhabituels, un des douaniers découvre un sachet suspect. En fait, c'est un consommateur, et il a gardé son pochon qui est vide. Donc automatiquement, il m'expliquait qu'il fume. C'est interdit, vous n'avez pas le droit de fumer en France. Vous ne pouvez pas fumer de la drogue.
Ce voyageur pourra repartir sans être inquiété. Mais quelques semaines auparavant, la brigade avait fait ici une saisie importante à bord d'un bus identique. On fait rarement des grosses quantités, mais des 10 kilos, c'est pas rare. Il y a eu 18 kilos qui ont été faits d'herbe il y a quelques semaines, il y a 2-3 semaines là maintenant. Au bout d'une demi-heure de contrôle, les passagers peuvent remonter à bord. Direction Bordeaux. Sur la route des vacances, l'aire de Hayat est maintenant très fréquentée. En plein mois de juillet, les vacanciers se pressent vers le soleil et les plages du sud-ouest. Ça va? Ouais. Je fais le ménage. C'est les départs. On commence à voir vraiment beaucoup de monde. Beaucoup. J'ai une caisse. Vous savez qu'il y a une caisse, il ne fonctionne pas. Pas de chance, l'une des 2 caisses est hors service. Il me manque un fil. Et il faut ouvrir le restaurant dans 20 minutes. Ça. Alors, on enlève ça. J'ai encore le temps, c'est vrai que je prends des risques. Hein. 11h moins 20, c'est pas... Oh, non, ça va, ça va. J'ai 5 minutes et après, sinon, je le remets. J'ai jamais peur de rien. Mais là, oui. Mais là, je vais voir. Hein. Impossible de se reconnecter sur le lecteur réseau. Cliquez ici. Oh, c'est pas possible. Non, faut pas me faire ça. Pas de solution. Non. Il faudra donc faire avec une seule caisse. Les clients commencent à affluer. Hayat s'attend à servir entre 100 et 300 couverts. Ça va avec les tartelettes? Pour 11h, on est prêt. Et ce n'est pas son seul souci. Oui, voilà. En fait, il faut essayer de tourner doucement. Voilà, et ramasser. En cuisine, il a fallu faire appel à de nombreux saisonniers, pas encore habitués aux faits maison que revendique désormais le restaurant autoroutier. Très, 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 très grosse pression parce que c'est là notre somme de chiffre d'affaires qu'on doit vraiment réaliser. Voilà. Aussi pour combler le mois et demi de travaux. Cet été, il faut gérer. En 2 mois d'été, Hayat doit réaliser un tiers de son chiffre d'affaires. J'ai un fish and chips enfant. Avec une seule caisse et des saisonniers à former sur le tas. Lequel numéro vous sortez? Les 2 steaks hachés enfants. Les 2 steaks hachés enfants. C'est vraiment le coup de feu. Tenez, je vous laisse. Oui. Ça, c'est le rythme de l'été, ça? Oui, ça, c'est le rythme. On prend. On est en train de s'entraîner. Très bien, merci. En fin de service, Hayat utilise un indicateur de satisfaction infaillible. Alors, qu'est-ce qu'ils disent les plateaux, là? Oh ben, regardez, c'est vraiment vide. Ça veut dire que les gens, ils ont bien mangé. C'est très bon signe, c'est un bon signe. Et pour l'avenir aussi? Pour l'avenir aussi. On est content. Moi, je suis contente. Satisfaite, si. Grâce au prix légèrement supérieur et une bonne fréquentation, son pari semble gagner. La vieille cafétéria est méconnaissable et le chiffre d'affaires a bondi, plus 25% selon le gestionnaire. Entre Tours et Châtellerault, l'éco-pont est maintenant presque terminé. Les engins de chantier ont quitté les lieux. Place désormais aux derniers aménagements. 7 mois se sont écoulés depuis le dernier passage de Christine et Vivien, l'écologue. Pour reconstituer un espace le plus naturel possible, plus d'1 millier d'arbustes vont être plantés. On commence par du cornouiller ici, et puis après ajout d'Europe, donc à partir de là. Vivien a veillé avec soin au choix des végétaux. Car ici, il faut protéger un insecte. Ils sont bien fournis en motte, les mottes elles se tiennent bien, elles sont de bonne qualité. On a un insecte qui est vraiment dépendant de ces espèces-là pour son cycle de vie. C'est le criquet des ajoncs. Voilà. Ici, il a une petite vulnérabilité. Et donc du coup, c'était un peu un enjeu aussi écologique. À 2 pas, dans la boue épaisse, Christine et Vivien vont faire une découverte prometteuse. Je pense que celui-là, il a traversé. Hein. Ouais. Voilà, ça fait carnivore, ça peut être du renard. On a vraiment une structure qui va guider les animaux. Ils ont déjà trouvé le passage. Ouais, très bonne nouvelle. Là, c'est un petit peu dégagé, c'est un peu facile. Pour en être certain,
Vivien va équiper le pont de différents détecteurs. Ici, une plaque pour abriter et compter les reptiles. Ça va regrouper les serpents qui vont venir chercher une placette, ça s'appelle de l'héliothermie. Elle vient chercher le soleil. Là, un micro pour déceler les chauves-souris. Et enfin, plusieurs pièges photographiques et caméras. Ainsi équipé, l'écopont devrait livrer bientôt ses premières surprises, comme sur les 2 autres, déjà en service sur la 10. Aujourd'hui, ça veut dire qu'on a réussi à reconnecter les 2 massifs forestiers. Donc on est content. On a désengorgé les populations animales et c'était un peu le challenge. Super, ça fonctionne. Les populations qu'on croise sont variées et diverses, donc c'est... Non, super, ça fonctionne. Et si c'est le cerf, voilà, c'est le top. Après 2 ans de chantier, la nature et les animaux vont pouvoir reprendre leurs droits sur ce nouvel espace, grignoter sur le bitume.